vous pensez que jouer du rock, ça vous fait rester gamin, que ça vous maintient à un stade de développement inachevé? Non, non, non. Non, je crois que c'est comme d'être dans un parc naturel, tu vois, là où on préserve les bisons. Moi, quand je suis sur scène, je suis comme un bison en liberté, tu vois ce que c'est? Alors, crois quand tu joues sur scène, tu te sens comme un bison dans une réserve. Ouais. Bonjour à toi et bienvenue dans le Son de la Crypte, le podcast du site de la crypto-série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce 3e épisode de la saison 3, poursuivons notre incursion au Hellfest. Après les groupes Point Mort, The Great Old Ones et Laura Cox, voici 3 nouveaux groupes de la scène métal française avec lesquels j'ai parlé musique et séries. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptoserie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce second et dernier volet spécial métal et séries. Dans la vie, il y a des groupes de musique qui parlent de séries, et il y a les autres. Muni de mon dictaphone, de ma casquette typo négative et de mon t-shirt Nostromo, je suis parti à la rencontre de ces groupes lors du Hellfest 2022. Ensemble, sous un soleil de plomb, nous avons parlé musique et bien évidemment séries télévisées. Dans cette seconde partie, voici 3 nouveaux groupes avec lesquels nous avons évoqué pas mal de séries, et figure-toi qu'il y en a pour tous les goûts et pour toutes les générations. Alors avant toute chose, soyons clairs, je portais un pantalon. Non, je n'interviewe pas encore les groupes avec comme simple redingote ma casquette, mon t-shirt et mon appareil reproducteur brinque-ballant dans les allées de la zone VIP. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu ? Maintenant que ce point est clarifié, si tu débarques ici sans avoir écouté la première partie, je t'invite vivement à le faire. Tu trouveras les liens sur le site de la crypto-série. Pour rappel, dans cette première partie, j'expliquais comment j'en suis venu à interviewer des groupes au Hellfest, ma démarche et le déroulement de chaque entretien. Si tu t'en fous royalement et que tu veux simplement écouter ce que les 3 nouveaux groupes ont à dire sur les séries, alors ne bouge pas, tu es au bon endroit. Harry, ne bouge pas. Marvin, surtout, ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais, Marvin ? Tu vas devoir toutefois attendre un petit peu pour découvrir qui sont les 3 nouveaux groupes et ce qu'ils ont à dire, car j'ai bien envie de te parler de mon expérience au Hellfest. J'en ai rien à foutre. Alors tu as beau t'en foutre, le micro est entre mes mains, et je fais ce qu'il me plaît. Oui, mais je suis chez moi. Et chez moi, je me balade à poil, si je veux. Et figure-toi que je vais prendre tout mon temps et parler du Hellfest 2022 tout en me caressant. Je viens tout juste d'enfiler les bas en soie de ma grande-tante Simone et l'excitation est à son paroxysme. Alors, que comptes-tu faire ? Vos déviances n'ont d'égal que votre perversion. Ces pratiques hérétiques ne vous ouvriront certainement pas les portes du paradis. Ô Seigneur, viens en aide à ce pauvre pécheur avant qu'il ne soit trop tard. Alors, il y a de l'idée, mais implorer une quelconque divinité me semble légèrement exagéré. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. À ta place, je n'emprunterai pas la même voie que ma bigote préférée Marie-Constance. Je t'invite plutôt à sauter quelques minutes de cet épisode et on se retrouve après pour parler série télé avec Cess, Abrama et Exocrine. Les voilà les 3 nouveaux groupes. À présent, parlons un peu du Hellfest, ce haut lieu de la musique métal. Comme je l'expliquais dans la première partie, qu'on aime ou qu'on déteste ce festival, on ne peut pas nier qu'un séjour en son sein est une véritable expérience sensorielle. Rien qu'entre le bruit et l'odeur, comme disait maladroitement Feu notre ancien président, le bruit et l'odeur, on en prend plein les esgourdes et les naseaux. Une expérience qui va même au-delà et met tous nos sens à contribution. Et c'est donc à travers les 5 sens
que je vais te parler de mon séjour à Clisson. 5 hours later. Décibel et tintamarre. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Quand on se rend dans un festival, et d'autant plus dans un festival de métal, on sait bien que c'est pour bouffer de la saturation, des riffs lourds et des grôles à s'en faire saigner les oreilles. C'est évident, mais il est tout de même bon de rappeler que ce n'est pas de la musique de relaxation. Après, chacun se relaxe avec la musique qu'il veut. Pour ma part, j'aime me détendre avec du Wardruna, du Agalok ou du Year of No Light. Et pourquoi pas un petit Cephalic Carnage. Concrètement, c'est le bordel sonore sur le site et aux abords. Et c'est bien normal. Le son des groupes, qui se produisent sur 3 scènes en même temps sur 6, se couple aux cris et brouhaha incessants du public. Il faut dire que ça pullule dans tous les sens sur le festival. Il est certes difficile de trouver un endroit au calme, mais en attendant, on n'est pas venu pour enfiler des perles non plus. Ça fait partie de l'ambiance, et voir toute une communauté de fans de musique amplifiée s'égosiller devant son artiste préféré, c'est un vrai plaisir. Excusez-moi, c'est la joie. Pour le deuxième sens, parlons sueur et fumée. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable? Ah oui, c'est vrai, on croirait une boule puante. Ça, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable. À l'instar de n'importe quel festival ou concert, le Hellfest fait bonne figure et nous offre son lot d'odeurs. Les premières heures, voire la première journée, se démarquent surtout par les odeurs provenant des stands de bouffe. À noter que le Hellfest s'est grandement amélioré de ce point de vue-là, on y reviendra plus tard. Quoi qu'il en soit, les différents fumées qui émanent de ces stands n'ont de cesse que d'émoustiller tes papilles. J'ai faim. J'ai faim. On peut se tutoyer? Ouais. Ouais. Sympa. T'es lourd. Mais j'ai quand même faim. Au fil des heures, à ces bonnes fragrances, s'entremêlent assez vite des senteurs plus spécifiques, un peu plus aigres, bref, moins alléchantes et qui piquent légèrement les narines. C'est ainsi que l'alcool, notamment la bière, la sueur et les odeurs de pisse, et oui, au bout de 3 jours, les toilettes empestent sur le site. Mais toutes ces odeurs, elles viennent émoustiller tes sens et te proposent un florilège de parfums, tous plus exquis les uns que les autres. De quoi raviver les souvenirs lorsque tonton Francis et ses copains du PMU finissent à la maison le dimanche soir. Bon, finalement, on n'en a rien à foutre de ces odeurs nauséabondes, car se retrouver dans la fosse avec ses relents de sudation et de bière devant un bon concert de Down, rien de tel. Troisième sens, saveur et papille. Ça sent bon chez vous. C'est lundi, c'est ravioli. Que tu sois viandard, fan de fromage, végétarien, adepte de plats exotiques ou de plats de notre bon terroir, il y a de quoi se mettre sous la dent au Hell's Food Court. Les stands ne manquent pas et les équipes du festival ont vraiment écouté les festivaliers ces dernières années. Chacun y trouvera son compte. Il faut certes être patient pour obtenir son plat, parfois d'ailleurs un peu cher, mais l'attente vaut le coup. Et je n'ai jamais regretté le menu que j'ai choisi. Mes gros coups de cœur gustatifs de cette année, wrap végétarien, tourte et glace. Ces dernières étaient vraiment salvatrices alors que la canicule frappait Clisson. Lieutenant Dan, il y a une glace pour vous. Contact et pogo pour ce 4e sens. Bon, je pense que c'est clair pour tout le monde, on ne vient pas au Hellfest pour se regarder dans le blanc des yeux. Sans vouloir pour autant en découdre à coups de pompe dans la gueule, on vient toutefois pour chercher le contact dans la fosse. Là-dessus, difficile d'être déçu. Sans chercher la rencontre tactile extrême lors d'un mosh pit, d'un circle pit ou d'un wall of death, la promiscuité est inhérente à l'environnement. Que tu le veuilles ou non, épaules, genoux, cheveux, mains et autres parties corporelles de ton voisin entreront en contact avec toi. Le tout est bien entendu que ce soit fait sans idée coquine ou déplacée. Dis-moi, Eddie, t'as un lapin sous le manteau ou c'est la joie de me revoir? Donc, à tous les connards qui profitent allègrement de cette foule pour balader leurs mains de gros porcs ici et là sur des corps non consentants,
allez bien vous tripoter la bite avec une éponge abrasif. Et je vous conseille du grain 40 ou 60, ça devrait vraiment le faire. Oh, alors ça, qu'on soit de cet univers ou d'un autre, ça doit faire très mal. Allez, terminons ces 5 sens avec des étoiles plein les yeux. Plus beau que ça, tu meurs. Qu'est-ce que nous offre à voir le Hellfest ? Si tu t'intéresses un tant soit peu à ce festival, tu as à coup sûr entendu cette assertion. Le Hellfest, c'est le Disneyland du métal. Affirmation à laquelle j'ai envie de répondre. C'est pas faux. En effet, le Hellfest a la particularité d'offrir à ses festivaliers une expérience immersive dans le monde merveilleux du métal. Sur un même site se côtoient les différentes scènes sur lesquelles se produisent les groupes et une multitude de stands en lien ou non avec la musique métal. Tu peux trouver le marketplace pour acheter CD, vinyles, vêtements à l'effigie de ton groupe préféré, mais aussi des exposants et prestations comme barbier, tatoueur, bar, matériel informatique, matos de musique et tout un tas d'autres trucs. Quelqu'un peut me dire ce qui est logique dans tout ça ? Alors, est-ce vraiment utile ? Sûrement pas. Est-ce sympa et est-ce que ça contribue à l'immersion ? Ouais, je pense. Et en plein milieu du site, tu trouves également une grande roue. Ouais, la grande roue, celle de la fête foraine. Et c'est certainement cette installation qui a cristallisé toutes les attentions négatives. Franchement, en quoi ça te fait chier qu'il y ait une grande roue ? Ça ne te plaît pas ? Mais tu n'y vas pas, c'est tout. Personnellement, je n'y suis pas allé, mais c'est plus par manque de temps que par manque d'envie. Et entre nous, mater le concert d'Opès du haut de la grande roue, ça m'aurait bien tenté. Enfin, pour agrémenter le tout, des décors très réussis parsèment le site pour offrir au public une expérience unique. À tout ça, s'ajoutent des spectacles, des jeux de lumière ou encore un feu d'artifice. Bref, de quoi t'en mettre plein les mirettes et te dépayser le temps de quelques jours. Et si ce n'est pas assez trou pour toi, arrête de râler, va te taillader les veines devant Mayhem et laisse les autres profiter, putain. Et maintenant, cache-toi. En résumé, le Hellfest est avant tout une expérience. Certes, il ne prévaut en aucun cas un concert dans une salle ou un bar de ton bled. Pour ma part, je préfère d'ailleurs ces ambiances plus proches du public et qui font vivre des lieux de ta ville. Il reste que le format festival permet de réunir en un même lieu des groupes aux genres assez différents, bien qu'ils évoluent tous sous le même étendard qu'est le métal. Il offre un instant assez magique durant lequel le public se réunit pour partager une passion commune, le tout avec bonne humeur et bienveillance, dans la grande majorité du temps. Je vais m'arrêter là sur le Hellfest, mais pour creuser le sujet, je t'incite vivement à écouter l'interview de Ben Barbeau, son créateur, que tu trouveras sur l'excellent podcast Le Secret des Dieux. N'hésite pas à parcourir les autres émissions du podcast, car les sujets et les intervenants sont passionnants, en tout cas si on aime la musique métal. Et tu trouveras également sur le site de la crypte quelques liens vers des sites qui proposent des reports du fest, et clairement des sites spécialisés sur le métal. Métallurgie, Musinc, YCKM, Radio Metal, etc. Bon, trêve de blabla, et partons à la rencontre d'Abrama, Cess, Exocrine, pour parler série télé. Ça donne quoi quand Derrick s'immisce dans la série The Wire ? Voyons ça avec Abrama. Abrama est né en 2011 sur les cendres du groupe Alcosonic. La fin de ce groupe de stoner du milieu des années 2000 n'a pas signé pour autant la fin de l'histoire de ses musiciens. Guillaume, Benjamin et Sébastien, respectivement à la basse, à la batterie et guitare-chant, ont décidé de poursuivre l'aventure sous un autre nom, celui d'Abrama. Les années d'expérience et le recrutement d'un nouveau guitariste les a conduits rapidement à sortir leur premier album sous le nom d'Abrama, Through the Dusty Path of Our Lives en 2012. S'en suivront plusieurs sorties, dont un split très remarqué avec l'excellent groupe américain Wofat en 2013. En 2015, ils sortent l'album Reflections in the Bowels of a Bird, et en 2019, ils sortent leur dernier album en date, In Time for the Last Rays of Light. Mais c'est quoi cet accent débile ? Côté style, le groupe parisien propose un rock metal penchant du côté du stoner, du psyché ou encore du doom. Leur dernière galette témoigne parfaitement de ce savant mélange, oscillant entre riffs pachydermiques, noirceur et une certaine mélancolie. Avec des sonorités lancinantes et entêtantes, Abrama ne laisse pas indifférent. Et cerise sur la tartelette, les mecs sont super sympas. Vous êtes vraiment des compagnons très agréables. Tu trouveras une playlist pour découvrir Abrama sur le site de la crypte. Qu'en est-il du côté des séries ? Avec Abrama, il y a clairement une scission quand on parle de séries télévisées. Le combat des générations fait rage au sein du groupe. Mais quand il s'agit de balancer des noms de séries, ils sont au rendez-vous.
Et en name dropping, ils sont assez balèzes. En voici la preuve. The Wire, Peaky Blinders, Tchernobyl, Hélène et les garçons, Au-delà du réel, X-Files, Les Contes de la Crypte, K2000, Code Quantum, The Walking Dead, Scrubs, Weeds, South Park, American Horror Story, Zone Blanche, Game of Thrones, Amicalement Vôtre, bref, il y en a pour tous les goûts. Voyons ça de plus près avec eux. Est-ce que vous avez des séries cultes? Parce que le groupe Abrama conseille des séries cultes. Je crois que ça va être membre par membre en fait. Ah ouais, parce qu'on a rien commun. Non, c'est pas grave, allez-y. Là, ça a commencé là, je parlais tout. Seinfeld. Ok. Voilà, clairement. Voilà, c'est tout. Moi, j'étais un très gros fan des X-Files, donc ça reste. Après, c'est vrai que aujourd'hui, avec les Netflix, etc., on regarde un peu de tout. J'ai bien aimé Queen Gambit, là, sur les échecs, que j'ai trouvé assez cool. Je viens de me mettre à Peaky Blinders parce que tout le monde m'en a parlé et j'ai pas été déçu pour l'instant en tout cas. Donc à voir. Après là comme ça de tête avec la fatigue je pourrais pas nommer, même s'il y en a des tas que je regarde et que j'ai vraiment trouvé cool. Ça va pas me revenir tout de suite comme ça. C'est déjà bien. Voilà. On avait une deuxième. Ouais, le bureau des putains de légendes. Voilà, ça. Série française, c'est rare qu'on cite des séries françaises. D'ailleurs, Zone Blanche aussi en série française qui est très bien et qui est plutôt bien produit aussi, donc assez cool. Ok, voilà. D'Eric. Parfait, je l'attendais ça. Faites entrer l'accusé. Luther. C'est une série. Franchement, je suis pas trop série parce que genre de truc, tu commences à 11h, si j'ai me couché le dernier, puis à 5h du mat, t'es encore là. La Sons of Anarchy m'avait fait ça. Moi j'ai compris qu'il fallait pas rentrer dans ce milieu. How I Met Your Mother, je suis super fan. Après, nous, qu'est-ce qu'on regarde Arnold et Willy, ouais, la vieille série. Voilà. Les Contes de la Crypte. Les Contes de la Crypte. Alors ça, on en viendra après sur les séries de l'enfance, on va dire. Ouais. Ok. Bah, je pense que j'en ai oublié une, je suis désolé. Mindhunter. C'est bien, à chaque fois c'est bien. C'est percutant. Le profiler qui ressemble à Macron. Voilà. Exactement. Alors moi c'est Jericho, pour le côté post-apo, j'adore. C'est des trucs sur les seins, c'est ça? C'est sur les seins, c'est ça? Ah non, c'est un gros fan de post-apo en général et Jericho, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et Tchernobyl derrière. Tchernobyl, très bien. Moi, de mes origines effectivement ukrainiennes, mes grands-parents viennent de là-bas. On a, j'ai un de mes oncles et tantes qui ont accueilli un gamin justement de Kiev en fait, en 86. Et ouais, Tchernobyl est vraiment très stylé. Très belle série, très belle mini-série. Ah et moi je suis un gros fan aussi de Seconde Guerre mondiale, Band of Brothers. Ah yes. Ouais, mini-série mais alors magnifique. Ouais. Très bien. Moi mon classique c'est vraiment The Wire. Ouais. C'est vraiment pour moi c'est le top quoi. Parce que le côté très réaliste etc. Plus chaque saison qui passe d'un personnage à l'autre etc. Qui regarde la situation sous un nouvel angle et tout. Et puis Sons of Anarchy aussi pas mal j'avoue, ça m'a bien plu ça. Ok. Bon, super. On a parlé un petit peu des séries d'enfance. Est-ce qu'il y a des séries de votre enfance qui vous ont marqué et auxquelles vous pensez de temps en temps encore? Alors franchement, on est musiciens. Ouais. Surtout nous, on est un peu plus vieux qu'eux. Et à chaque fois, quand on a compris pour niquer des gonzesses, il fallait faire la musique, on a toujours la Hélène et les garçons. Voilà. T'es plus José ou Nicolas du coup? Moi c'est les gonzesses, ces mecs, j'en ai rien à foutre. Non mais dans le groupe, tu serais qui? Je suis là-bas, il n'y a pas de bassiste. Après, clairement, tout ce qui a été au-delà du réel, aux frontières du réel, ça a été incroyable. Moi j'ai passé mes soirées avec ma petite télé dans ma chambre, enfermée, à regarder en cachette les X-Files, les Contes de la Crypte, les au-delà du réel. C'était ouf et je pense que ça a inspiré énormément de séries qu'on voit aujourd'hui. Je parle des American Horror Stories notamment, etc. American Horror Stories, voilà. Alors pas toutes les saisons, mais il y en a une très cool, l'American Horror Stories, notamment celle avec le festival justement dans les années 80, etc., qui est plutôt bien foutu justement. Et c'est vrai que les Contes de la Crypte, clairement, les frontières du réel avec les X-Files, ça a été... la quatrième dimension. Ouais, je suis plus vieux qu'eux. Ouais, parce qu'eux ils sont vieux, nous on est un peu plus jeunes. D'accord. Okay. Des enfants des années 90. Je vois une scission dans le groupe. Moi je sais pas toi Sacha, mais moi c'était la trilogie du samedi. Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Genre le caméléon, Buffy contre les vampires, The Sentinel. Ouais, The Sentinel, mais c'est normal. Alors série d'enfance, moi je veux dire, c'est que j'ai au cœur, c'est Sabrina l'apprentie sorcière. Ah oui, j'ai ma femme à doigt, mon petit dernier a grandi, là, pendant le confinement, regardez ça, on a notre chat qui s'appelle Salem. Quoi. Donc, voilà. Et puis bien entendu, tout ce qui est Riptide, Tonnerre Mécanique, K2000. K2000, Code Quantum. Non, c'est Code Quantum. Tonnerre Mécanique, génial. K2000. Code Quantum, c'est génial. Chevalier du Zodiac aussi, je pense qu'on peut le mettre parce que... Ok, bon, il y a déjà pas mal de noms, c'est cool. Ken le survivant. T'entends alors T'entends direct. Non, ta gueule, on va se faire censurer là. Là, on va attaquer les séries de merde. Est-ce que vous avez des séries de merde? Ouais, Walking Dead.
Ok. Non, moi j'ai bien aimé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout le monde aime en fait. Ouais, mais voilà, c'est ton Ça, côté. Game of Thrones, Nous, on c'est- se fait du blé avec, donc moi je le critique. C'est ton côté hipster, je sais pas, j'en mets le. C'est-à-dire Alors, en fait, on a placé une musique. Enfin, on n'a pas placé, on nous a demandé si on pouvait. L'autorisation de placer. vidéo, en fait, sur mobile de Walking Dead. On a une reprise qui a été prise et qui est passée pendant le Super Bowl en fait pour le jeu vidéo Walking Dead Survival. Road to Survival, c'est ça. Voilà. D'accord, cool. Voilà. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des séries un peu de merde quand même. Ah bah ouais. Aujourd'hui, il y a que ça. Est-ce que c'est la série de merde qu'on trouve vraiment merdique ou est-ce que c'est la série de merde qu'on aime bien en cachette? Ah, mais ça peut être les deux. Ça fait, d'accord, les Guilty Pleasure et tout, genre, ok. Ouais. Non, parce que moi j'assume pas trop Scrubs, j'adore cette série. Si on regarde. Ah bah Elle est bien, non, Scrubs c'est bien. Faut l'assumer, Scrubs. Scrubs c'est très bien. Moi c'est vrai que I Met Your Mother, je déteste par contre. Voilà. Ah ouais? J'adore, moi j'étais super fan, franchement. J'ai pas capté en fait, je vois le côté un peu, on va dire, nostalgique de Friends en fait là-dedans. Mais je trouve assez raté en fait au final, j'arrive pas à m'accrocher. C'est Friends en trash quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, c'est Sons of Anarchy, Ouais, ça m'a pareil. toujours cassé les couilles. Ouais, J'y arrive pas. Moi j'aime bien l'ambiance, mais pareil, au bout d'un moment tu te lâches, parce que c'est un peu toujours le Il y a une série même. par contre dont on n'a pas parlé qui s'appelle Black Flag, qui est vraiment Alors, ça, bien, qui est un peu tombé dans l'oubli je trouve, et qui n'a pas eu la promo qu'elle aurait dû avoir. Parce que du début à la fin elle est géniale, et même la dernière saison, il n'y a pas de saison de trop, ça s'arrête au bon moment. J'aime le casting est genre parfait. Le casting est parfait. Je crois que le Captain Flint c'est un méchant dans un James Bond là, Ouais, c'est ça. Il est vraiment super juste là, genre. Ouais, exactement. Voilà. Et c'est vrai que voilà, et après il y a des séries qui ont commencé bien, qui se sont cassées la gueule, comme Weeds par exemple, qui partait très bien, et après on sait pas du tout où ça va, on commence à faire du name dropping dans tous les sens, et c'est le bordel. Et dans le même esprit, même si je sais que je vais me faire démonter, ça va être... merde, j'ai pas le nom. Le mec qui fait de la drogue, là, de la meth. Breaking Bad. Breaking Bad. Il commence très bien, puis les 2 dernières saisons, pour moi, en trop. Quoi. Clairement, on aurait pu terminer avant. Le personnage qui est super intéressant devient un fils de pute. C'était pas obligatoire, alors que c'est poussé, quoi, en fait. C'est un peu trop poussé. Ah, c'est une série de merde, mais que je déteste, c'est Malcolm. Ah, j'adore. Moi, c'est la famille de Cassos, là, merci. Bah, c'est les Simpsons en vrai, quoi. C'est ça, ouais. Ah, mais voilà, une série qui a l'unité, franchement, les Simpsons. Ah oui, On peut parler de South Park, les séries qui... Ah bah ouais, ça se parle, grave. Alors, gros fan. Ah bah oui, C'est horrible, c'est horrible. Voilà, on aime beaucoup les séries dans Abraham. C'est cool. On va parler un peu musique du coup. Est-ce qu'il y a des séries qui vous ont marqué par leur musique? Alors peut-être le générique ou la BO? Tonnerre mécanique. Ouais. C'est qui? C'est le... je sais plus. Ah putain, Dark Manor... Non, comment s'appelle ce truc là, ce groupe là c'est connu. Ah bordel, merde, j'ai trouvé sur Wikipédia le temps que tu... Après, il y a énormément de séries qui maintenant justement travaillent énormément sur la bande son, notamment American Horror Stories, qui vraiment travaillent énormément en fait pour le coup en fonction de l'époque en fait les musiques qu'ils vont choisir en fait. Et c'est vrai que même si je suis pas un énorme fan en fait de la série de base, c'est toujours bien foutu en fonction de l'époque où ils sont, du moment où ça se passe. Moi je regarde vraiment cette saison, donc je me rappelle pas le nom, ils font un festival dans les années 80 avec Billy Idol, etc. C'est toujours bien foutu en fait, c'est très très... Bah comme pareil, Sons of Anarchy pour le coup, qui ont une super BO. En fait ils ont fait des reprises même, genre je crois que c'est The House of the Rising Sun, et ils l'ont adapté pour la série. Je crois qu'il y a Cathy Segal, donc la femme du producteur qui joue la mère de Jax, qui a fait un album en fait avec les White Rangers, si je dis pas de conneries. C'est ça, ouais. Je crois. Et enfin pareil, en fait ils ont fait un album à côté, qui est disponible sur Spotify et tout, genre qui est parfait quoi. C'était Tangerine Dream. C'est pas de la merde quand même. Ah bah ouais, carrément. La bio de American Dream, j'ai confondu avec... voilà, mais... bref. Et d'ailleurs, pour American Dad, un petit synopsis, c'est que le producteur d'American Dad, qui a aussi fait Albert à l'Ouest, en fait, est lui-même musicien, et c'est lui qui fait même la musique d'introduction d'American Dad. Lui, il est jazzman, en fait, de base, et c'est lui qui compose toute la musique d'American Dad et fait les voix, même un peu jazzy, etc. en fait. Et d'ailleurs, dans Albert à l'Ouest, c'est intéressant parce que il y a des moments des musiques qui sont composées, en fait, parce qu'on sent qu'il aime ça. Et c'est super intéressant de voir un musicien, justement, qui essaye de mettre sa passion un peu dans ses séries en fait. D'accord, ouais. Et moi c'est un truc qui me plaît beaucoup. Et la musique des Simpsons. La musique des Simpsons, ouais, mais alors après c'est... comment il s'appelle? Non, mais d'accord, ok, c'est pas très dark, mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup, là en tant que groupe Abrama, du coup, est-ce que vous, ça vous intéresserait par exemple de composer de la musique pour une fiction, alors film ou série, hein, carrément pour film. Alors c'est un truc qu'on nous a souvent dit pour le coup avec Abrama, qu'on avait une musique qui était un peu cinématographique.
Ce que je comprends énormément parce qu'on joue beaucoup sur l'ambiance en fait. Ouais. Voilà, surtout sur le deuxième album, on nous a fait remarquer ça et des trucs qu'on peut placer un peu partout. Ce serait bien qu'on les place d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, notamment parce que moi je compose beaucoup à partir de thèmes ou de textes déjà écrits. Donc c'est vrai que composer sur un film en fait avec un thème, avec des ambiances différentes à chaque fois, c'est quelque chose qu'on a fait sur le 3e album par rapport là plus à vraiment des thèmes justement sur la dépression, quand on n'est pas bien, quand tout d'un coup on est énervé, donc on change tout d'un coup. Et c'est vrai que sur quelque chose de très long, d'1h30 par exemple, avec plein de thèmes différents, c'est quelque chose moi qui me plairait énormément pour le coup, effectivement. Et du coup, en regardant une série, des fois un film, vous n'avez pas dit putain, mais là je verrais bien la musique d'Abrama à ce moment-là. Clairement. Zone blanche, clairement. D'ailleurs, la BO et la bande son est très bonne. Je sais plus qui l'a fait, mais je sais que c'est un mec en indépendant qui a composé. Et parfois c'est juste des sons de guitare ou quoi que ce soit, mais ça passe très bien. Peaky Blinders l'a très bien fait en fait aussi avec certaines insertions de petits morceaux de musique au bon moment, et ça passe toujours bien, même si parfois c'est carrément anachronique en fait par rapport au thème, mais ça passe bien en fait. Donc moi c'est des trucs que je trouve vraiment cool quoi. Ok, super. Dernière question, on va rentrer un peu dans les clichés du métal, dans les fictions, séries, films. Comment vous voyez un peu la place du métal, de la musique métal et des métalleux en fait dans les fictions? Malheureusement, c'est vrai qu'on est très souvent dans du cliché quand même. On est très souvent dans le métalleux. Après voilà, Wayne's World a un peu posé les bases, on va dire, du métal. Même si j'adore Wayne's World, etc. Mais c'est vrai que le métalleux est souvent vu comme le débile, qui boit de la bière, qui montre son cul en festival, etc. Alors ce qui n'est pas tout à fait faux. C'est un cliché, à un moment, ça vient de fumer sans feu. Voilà, il y a toute une tranche en fait de métalleux. C'est vrai que, comme dans toutes les musiques en fait, il va y avoir des mecs un petit peu plus justement dans le côté philosophique de la chose, etc. C'est vrai que déjà dans les X-Files, quand on voyait le métalleux là, qui fait le métal avec ses cheveux longs, c'est toujours un peu des losers les mecs quoi, quand même en fait. Ils ont pas de meuf, c'est comme ça. Ou on passe carrément sur le brin ténébreux et qu'en fait trop quoi. C'est vrai qu'il y a un juste milieu, ce sera peut-être cool. C'est assez cliché, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, Tenacious D a pas fait du bien non plus, faut l'avouer, mais ça reste rigolo quoi. Mais c'est vrai que on a souvent l'image Tenacious D du métalleux aujourd'hui. Okay. Bon, très bien. Tu t'ajoutes Stranger Things pour le coup, avec son côté retro-wave, genre. J'adore. Ouais, et puis qui a relancé là un tube de. Comment ça s'appelle Oui, d'une anglaise. C'est en ce moment là. Oui. Alors que le truc datait, mais. Des années 80. En fait là, il est en top des charts. Grâce à ça. Quand Six Feet Under rencontre le métal noir de Cess. Cess est un groupe de black metal français formé en 1995. Il fait partie des précurseurs de la scène black en France. Il puise ses racines dans les grands noms du black metal scandinave, comme Enslaved, Darkthrone et Mayhem. Après un EP et une démo, le premier album du groupe, intitulé Les Blessures de l'âme, sort en 1998. Les sorties s'enchaînent alors jusqu'en 2004 avec pas moins de 3 albums supplémentaires. The Excellence en 2000, Divine X en 2002 et Era Decay en 2004. L'année suivante, Cess dépose les armes. Une absence qui va durer quelques années, avant de reprendre les tournées pourtant en 2011. 2 ans plus tard, Cess sort alors l'album The Howling Spirit. Et ce n'est finalement qu'en 2021 que le groupe revient avec son dernier album en date, intitulé La Morsure du Christ, sorti chez Season of Mist. Et pour ma part, c'est avec ce dernier opus que j'ai découvert le groupe. Alors, effectivement, je me sens un peu honteux de découvrir aussi tardivement un groupe avec plus de 25 ans de carrière. Mais il y a somme toute une certaine satisfaction de découvrir des groupes après tout le monde. Je sais à présent que j'ai des heures d'écoute devant moi pour faire connaissance et appréhender la musique de Cess. Une véritable plongée dans l'univers du groupe se profile, et il est difficile de reproduire ce processus quand on connaît déjà un artiste sur le bout des doigts. Bon, et côté série, ça donne quoi avec Cess ? Pour cet entretien, j'ai eu la chance d'échanger avec Emoth et Saint-Vincent, respectivement guitariste et chanteur du groupe. Ensemble, on a parlé de pas mal de séries, et notamment de vieilles séries. Manimal, Le Prisonnier, Madame est servie, La 4ème dimension, Children of the Stones, Noirs sont les galaxies, ou encore Twin Peaks. La machine a voyagé dans le temps. Une rencontre enrichissante, durant laquelle j'ai d'ailleurs découvert que Emoth et moi-même partageons une même passion, à savoir la série culte de HBO, Six Feet Under.
Nous avons tous les deux rédigé durant nos études un mémoire sur la série et la façon dont celle-ci aborde le thème de la mort. Le comble étant que nous étions tous les deux sur Bordeaux à ce moment-là. Comme dirait mon vieil oncle à moustache, « Ah, le monde est petit !» Putain, j'ai une envie irrépressible de le fesser quand il me sort cette expression d'un autre temps. Gros homme, si tu joues, je vais être obligé de te fesser les joues. Ok, j'arrête les conneries, passons plutôt du côté de CES pour voir ce qu'ils ont à nous dire sur les séries télé. Est-ce qu'il y a des séries qui vous ont marqué dans votre enfance? Alors, en enfance? Ouais, dans l'enfance. Alors, quand vous étiez plus jeune. Tu veux peut-être commencer? Ah, moi j'ai une série qui m'a énormément marqué. Manimal. L'homme qui avait les 3 milliards. Vas-y. Et moi, le prisonnier, je dirais, qui m'a énormément marqué quand j'étais gamin et jusqu'à m'effrayer. J'étais très jeune. Donc rien que la bulle qui étouffe les gens sur la plage, c'était extrêmement angoissant. Je vois bien. Et l'ambiance vraiment très étrange, de folie ordinaire, que dis-je, de folie organisée sur cette île m'a vraiment fasciné. Malheureusement, à temps enfant, je n'avais pas compris toutes les subtilités de la série. Je l'ai revu intégralement plus tard et ça reste pour moi une très très grande série. Okay. Moi je pense à une autre aussi qui n'a rien à voir, c'est Madame et Servie. Oui, tout à fait. Parce que pour moi c'était vraiment une série familiale. Je la regardais avec mes cousines et ma grand-mère en vacances, toujours à 20h. Donc on mangeait avant, on mangeait après, je sais plus. C'était le rendez-vous. Ouais, c'est ça, avec Tony Danza. Donc ma grand-mère qui était fan de Tony Danza. Et voilà, bon, quand on voit ce qu'ils ont devenu, t'as vu les photos là, non? Non, j'ai regardé Madame et Servie. Moi, gamin, j'étais fan d'Alyssa Milano, que j'ai contacté à Los Angeles une fois. C'est vrai? Ouais, j'étais à Los Angeles, je me suis dit ça. Elle t'a répondu quoi? Elle m'a pas répondu, bien sûr. C'est dommage, ça aurait été une bonne histoire. Je savais pas qui t'étais, t'as pas dit que t'étais sur le 7. Ouais, voilà, je jouais pas dans cette à l'époque. C'est pour ça que t'as pas. Voilà. Je rajouterais en série, personnellement, évidemment, à La 4ème Dimension. Quand j'étais gamin, ça m'a énormément marqué. Quand je regardais Temps X, c'était là-dedans, je sais pas si t'as connu. Oui. Je suis en train de chercher, parce que là on parle spécifiquement de gamins. Ouais, parce qu'après on va parler des séries cultes. Donc ça peut être des séries cultes, ça peut être même des séries récentes. D'accord. Aussi anciennes, hein, mais là c'est vraiment les séries qui vont marquer en tant que ado, on va dire. Les séries dont je te parle, c'est des séries des années 60 ou 50 ou 60, mais... il y avait aussi Maxence à bien-aimé. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce qui a pu marquer? Il y a une super série anglaise qui était difficile à voir, c'est Children of the Corn, non pas of the Corn, qu'est-ce que je dis? Children of the Stones. Je sais pas si tu connais. Non, c'est quelque chose d'extrêmement angoissant dans un village anglais où en fait les enfants sont fascinés par des pierres et c'était censé être en fait une série qui était pour les enfants, pour les distraire. En fait, c'était trop effrayant, ils ont dû annuler parce que c'était beaucoup trop angoissant. Donc, il y avait ça et mais attends, j'en avais une autre vite fait. J'ai été marqué par une série qui finalement s'est révélée être nulle. C'est Noirs sont les galaxies. D'accord, je connais pas non plus. Noirs sont les galaxies, c'est une série française en 2 épisodes. D'ailleurs, c'est pas vraiment une... Non, attends, qu'est-ce que je dis? Je me rappelle plus. Oh, c'est peut-être dans la classification mini-série. Ouais, mini-série, voilà. C'est une série produite par Marc Dorcel, non? C'était une série effrayante, pourquoi? Il y avait quelque chose de l'espace qui était tombé sur Terre et les gens commençaient à avoir des plantes qui poussaient de leur corps. Et c'était assez atroce et très très angoissant. J'ai essayé de le revoir récemment et j'ai pas réussi à regarder tellement c'était... Après on regardait beaucoup les dessins animés aussi, hein. Ouais, forcément. Hein. D'ailleurs je fais un hommage sur le dernier album à Noirs sur les galaxies, puisque le morceau Triomphe de Lucifer commence par Noirs les galaxies justement. C'est un petit hommage comme ça. C'est quelque chose qui m'a énormément effrayé gamin. D'accord, ça t'a marqué, ok aussi. Très bien. Est-ce que du coup vous avez aussi des séries cultes? Alors là on peut parler de séries peut-être plus récentes, mais des séries pour vous qui font partie de vous parce que vous avez trouvé génial. Bien sûr. Ah bah moi j'ai bossé Six Feet Under. J'ai travaillé dessus pour mon mémoire. Je l'ai sorti en 2005. Donc c'était vraiment la fin. C'était déjà l'époque de la fin de la série parce qu'elle a commencé en 2000. Donc moi ça m'a changé ma vie. Hein. Voilà. Mémoire sur quoi, si je peux permettre? Pardon? Un mémoire sur quoi? Alors sur la perception psychoanalytique de la mort aux États-Unis. J'ai fait un mémoire sur Six Feet Under. À travers Six Feet Under. D'accord. Ah bon? J'ai fait un mémoire sur le thème de la mort dans les séries télévisées contemporaines. J'ai abordé Six Feet Under et Buffy contre les vampires. Et t'es pas tombé sur ma thèse, sur mon mémoire? Je l'ai fait en 2004. C'était en 2004 que j'ai fait en mémoire. Tiens, d'accord. Ouais. Avant toi. T'es plus vieux que je le pensais. Hein. Je vais avoir 42 cette année. Ah ben on a le même âge. Voilà. Après j'ai repiqué moi. Bah donc il s'est peut-être inspiré de ton travail et peut-être dans sa recherche. Je sais pas, après moi c'est un mémoire de maîtrise. Ouais, moi aussi mémoire.
Alors moi... Bah oui, carrément. Alors Bordelais en plus. Bordelais, ouais. Mais t'as fait dans quelle C'était le SICA, discipline moi. Le SICA, c'était communication. D'accord. Et toi, c'était dans le cadre de sociaux, peut-être? En tant qu'angliciste. Alors, j'ai vu Six Feet Under aussi. Pour moi, c'est pas une série culte, mais elle reste malgré tout très importante parce que le final est vraiment incroyable. Le final est incroyable, ça je l'admets. Je trouve la série, elle m'a beaucoup ennuyé. Toutes les histoires sociales qu'il y a, l'histoire d'amour, etc. Mais la fin est très brillante. La série qui m'a marqué profondément en témoigne beaucoup de choses comme les tatouages. Twin Peaks, c'est vraiment la série, bon bah ça devient un classique si je puis dire, mais je l'ai vu en 1990, quand elle est passée sur la 5 je crois. Donc j'étais relativement jeune et elle m'a... j'avais enregistré en VHS, à l'époque ça se faisait comme ça, et elle m'a énormément marqué, c'est incroyable, c'est la chose qui m'a le plus marqué dans ma vie. Moi c'est bizarre, j'ai jamais réussi à me mettre dedans, c'est bizarre, tu vois, alors toi c'est le contraire. Moi c'est tout de suite, ça m'a complètement scotché. Ouais, bah, c'est intéressant, on est tous différents. Moi ça m'a scotché et ça m'a changé ma vie parce que j'avais l'impression de vivre dans cet univers. J'ai l'impression d'être par mon appréhension des gens, des contacts sociaux, de l'étrangeté de la vie, de l'étrangeté que je pouvais percevoir. Je la voyais très bien artistiquement représentée dans Twin Peaks. Donc j'avais l'impression d'être dans Twin Peaks, d'avoir des interactions avec les gens similaires, avec des signes. J'avais toujours l'impression de voir des gens étranges qui apparaissaient, mais par exemple une fois je me baladais à Zagreb en Croatie. Et je me sentais étrange et j'ai croisé une femme qui avait une tête toute petite, minuscule. Je sais pas c'est quoi cette maladie, mais et je me suis arrêté, j'ai regardé et elle m'a regardé et le temps s'est arrêté et elle est repartie. Et tu vois, ce genre de choses et d'étrangeté qui me marquent beaucoup, qui m'ont toujours marqué et que j'ai retrouvé dans Twin Peaks. Alors il n'y a pas que ça, hein, là je suis un peu restreint, mais c'est pour dire cette connexion. Et la dernière saison de Twin Peaks aussi, tu l'as appréciée tout autant que les deux premières? Alors figure-toi, tu vas pas me croire parce que je suis un die-hard fan de Twin Peaks. Je n'ai pas encore vu. Pourquoi? Parce que pour moi c'est un événement religieux et je n'ai pas trouvé, alors c'est vraiment qu'elle est sortie, le temps de m'isoler, de m'isoler seul et de ne faire que ça. C'est comme ça, hein. Moi la série je l'ai regardée peut-être une dizaine de fois et d'un coup je la regarde, je m'enferme un week-end et enfin, je l'ai pas fait depuis longtemps. Voilà. Et j'ai besoin de ça. Alors c'est con parce que je repousse, je procrastine, mais il faut que je le fasse parce que ça va être quelque chose de majeur pour moi qui va avoir des très grandes répercussions, je pense. Sauf si c'est raté, mais d'après les retours que j'en ai eu, c'est de la perfection pure. Exactement. Donc, voilà. Je confirme. Voilà, Twin Peaks. Ok, très bien. A contrario, est-ce que vous avez des séries que vous ne recommanderiez pas? Des séries qui sont pour vous peut-être des séries de merde? Putain, ouais, il y a des séries... on les regarde pas, on les trouve de merde, donc bon... Si, vous êtes tombé dessus peut-être sur les deux premiers épisodes et puis qu'est-ce que c'est que cette merde finalement? Moi je regarde ça. Moi il y a des séries où j'insiste parce que je donne la chance quand même. Ouais. Par exemple c'est con, Game of Thrones quand j'ai regardé, je me suis fait chier, j'ai arrêté. Et mes potes m'ont dit non mais t'es fou, insiste. On a oublié une super série, hein. The Wire. Ah oui. Les séries HBO déjà, il y en a pas mal les anciennes. The Wire, The Wire, c'est exceptionnel. Et du coup, je sais, grâce à Game of Thrones, où j'ai réussi à me forcer à passer tout ce côté chiant où j'étais perdu avec les personnages, etc. Finalement, c'est une série exceptionnelle. C'est pas celle dont je parlerai en premier, mais je la trouve d'une qualité incroyable. Et j'ai dû insister plusieurs fois au début. Donc c'est pour ça, des fois, j'insiste sur certaines séries qui me paraissent mauvaises. En attendant, non, plus, des fois, il faut faire une saison entière. En attendant qu'il y ait un déclic. Mais il y en a parfois où le déclic vient vraiment pas. Et là, tu te dis, ah non, je me suis bien fait avoir. C'est vraiment nul. Et j'en oublie même, je crois que j'avais pas aimé Fortitude, je sais pas si ça te parle. Oui, c'est une série qui se passe dans le nord. Dans le Svalbard. Oui, avec des phénomènes un peu étranges. Hein, ouais. Voilà, on m'avait promis un truc un peu à la The Thing. Oui. Et j'ai pas réussi à rentrer dedans, c'est incroyable. Alors, putain, comment elle s'appelle aussi, tu sais, celle du meurtrier dans le Wyoming, là, dans le nord des États-Unis, là. Il a été fait aussi en film. Putain, c'est une série récente. Hein? Une série récente. Non, c'est pas des frères Cohen qui a fait ce film aussi. Je vois pas de quoi tu parles, je peux pas dire. Si, ça se passe dans un état toujours en hiver. Ouais. Et putain, bon, bref, je réfléchirai au plan de l'interview. Je vois pas. Je suis en train de réfléchir à part Twin Peaks. Aussi, je réfléchis à ça. Twin Peaks, j'ai fait un groupe qui s'appelle Black Lodge. Alors, c'est encore une fois une autre preuve que je suis fan, très fan. D'accord, ok. Une série. T'as pas une autre idée de série? Moi, j'avais fait un projet qui s'appelle Decapit Spectre avec le chanteur de... Putain, j'ai plus de mémoire, c'est sûrement La Chaleur. C'est La Chaleur, mais c'est pareil. Hein. Avec le chanteur de Beast Milk.
Et on a basé notre EP sur Six Feet Under. D'accord, ok. D'accord. Très bien. Et ça peut s'écouter ça facilement, ça peut se trouver? Ah bah t'as 3 tracks en ligne, ouais, tu tapes Decrepit Spectre, ouais. Bah, le premier EP il avait plutôt bien marché. Ok, j'ai réécouté ça, merci. Cool. D'autres séries. Ok. Bon, on va avancer du coup un petit peu. On pourrait parler de Pandore. Là, je voudrais parler du coup un petit peu de musique. Est-ce que dans les séries, il y a des BO, des musiques qui vous ont marqué? Ah putain, mais ouais. Ah ouais, mais carrément. Carrément. Déjà, putain. Alors il y a un truc que je peux vous dire, c'est que bon, déjà, nous, les sons dans set, on les choisit aussi souvent par rapport à ce qu'on entend dans les séries des BO, quoi. Donc les sons, on les sélectionne pas mal comme ça. Par exemple, la viole de gang sur les sons du vide, on l'a aussi reprise parce que ça sonnait pas mal dans certaines séries, comme le truc que tout le monde regarde, que moi je déteste, hein, cette série-là, c'est le truc de la royauté de Game of Thrones. Voilà. Il y avait une ambiance un peu Game of Thrones. Et il y avait un. Voilà. Tu détestes Game of Thrones? Ouais, j'aime pas du tout. Mais t'as regardé combien de séries, d'épisodes, de saisons? Au moins 2 saisons. Et voilà, ça commence à partir de la 3e saison. Ouais, j'ai regardé 2 saisons, j'ai pas aimé, c'est à partir de la 3e. C'est tranché quand même. Tout ce qui est saison dynastie, machin, c'est vraiment pas mon truc. Vraiment pas du tout. Moi, je veux juste un truc simple, à Six Feet Under, où tu vois quelques personnages et un truc très psychologique. Voilà, mais après, j'aime pas quand il y a trop de personnages, je comprends rien, donc j'arrête. La BO, ceci dit, est vraiment très très bien. Voilà, la BO très bien. Ouais. Okay. Et d'ailleurs, donc toujours dans les instruments du vide, la dernière mélodie, My World of Gand, elle ressemble au générique de. Ah oui, bien sûr, j'adore, Amicalement Vôtre. Amicalement Vôtre. Donc voilà, ça c'est une très très bonne influence. Je rêve de. C'était donc le premier mari de Jane Birkin qui l'avait composé, qui a composé aussi la musique de James Bond. Et un très bon compositeur, j'adore ça. Une très bonne. La série, je suis pas très fan plus que ça, mais on se rappellera de toute notre vie du générique, c'est incroyable. Et on compte continuer sur cette lignée avec Pierre Lepape et La Valeur. Au niveau des sons, s'influencer des séries qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en tout cas des BO, des séries qu'on aime. Voilà. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de composer pour une fiction, soit pour un film ou une série? Génial, c'est génial de faire la BO d'une série, ce serait complètement dingue. Du coup, quel type de série vous verriez bien? Il faudrait que ça colle à l'univers, évidemment. Bien sûr. Et vous avez des idées de séries qui colleraient bien à votre univers? Là, j'ai le cerveau quand même un petit peu ralenti avec cette chaleur, encore une fois. Il faudrait de la réflexion. À brûle pour point, comme ça, je pourrais te rien te dire. En tout cas, composer pour une fiction, c'est quelque chose qui pourrait vous brancher. Ouais, complètement, ouais. Ça c'est clair et net. Bien sûr. Ce serait génial. Très bien. Dernière question, c'est juste sur la place de la musique métal et des métalleux dans les fictions, dans les films et les séries. Comment vous trouvez cette place? Est-ce que vous trouvez que c'est toujours une place un peu le métalleux, c'est le cliché de base dans les fictions? Alors, justement, je parlais de Twin Peaks. Il y a un métalleux dans Twin Peaks qui est complètement idiot et blindé de bière et qui est utilisé par une personnalité mauvaise, juste comme un esclave qui fait ses bastaches. Et là, l'image est vraiment complètement grotesque, mais en même temps, ça marche bien dans Twin Peaks où tout est un peu décalé, quoi. Sinon, j'ai pas de. Je pense pas qu'il y ait vraiment une image très intéressante. J'ai l'impression que c'est vraiment utilisé la plupart du temps comme une caricature qui est utilisée comme un objet du décorum plutôt qu'un vrai personnage. Voilà. Okay. Dans ce que j'ai pu voir. Est-ce que Ramin Djawadi est fan de tech death? Voyons ça avec Exocrine. Exocrine est un groupe bordelais formé en 2013. Il se compose de Jordi à la basse, Nicolas et Sylvain aux guitares et Théo à la batterie. En seulement 9 années d'existence, le groupe a sorti pas moins de 5 albums. Unreal Existence en 2015, Ascension en 2017, Molten Gianten en 2018, Maelstrom en 2020 et The Hybrid Suns en 2022. C'est renversant. Le groupe officie dans un death metal progressif et technique. Les mecs ne sont clairement pas là pour te compter fleurette. Ce rouleau compresseur qui atteint les 88 miles à l'heure ne fait pas dans la dentelle. Pourtant, cette vélocité et cette hargne laissent rapidement place à une réelle générosité dont fait preuve chaque membre du groupe. Exocrine prend plaisir à jouer, à partager sa musique, et ça se ressent dans leur présence sur scène. On sent de leur part une réelle envie d'être là et ça fait plaisir. Oh, c'est vrai, monsieur Pierre. Peut-être ça fait drôlement plaisir. Les Josette Syrien,
Quand on peut faire plaisir et puis que ça débarrasse. Cela me fait penser à un autre groupe de Bordeaux, Gorod. Et ça tombe assez bien, car les deux groupes ne sont pas très loin l'un de l'autre au niveau du style. Exocrine te plaira à coup sûr si tu aimes des groupes comme The Faceless, Obscura, Beyond Creation ou encore Neuraxis. Pour les autres, qui n'écoutent pas forcément ce style de métal-là, ou pour les puceaux du métal, la musique d'Exocrine peut sembler difficile d'accès. Mais je t'invite à aller les découvrir sur scène, ça vaut vraiment le coup. Comme pour les deux groupes précédents, tu trouveras une playlist pour écouter ou découvrir Exocrine sur le site de la crypte. Qu'en est-il maintenant du côté des séries ? Pour l'entretien avec Exocrine, j'ai eu la chance de me retrouver en tête-à-tête avec Sylvain. Non pas que je ne voulais pas rencontrer les autres membres, mais cela a permis un échange plus direct, sous la forme d'une discussion. Je tiens d'ailleurs à le remercier vivement pour cette entrevue très sympathique et sa réelle gentillesse. Ensemble, on a parlé de pas mal de séries là aussi, comme V, Code Quantum, L'Homme de Nulle Part, Manimal, Battlestar Galactica, The Shield, Westworld, Banshee, The Mandalorian, La Casa de Papel, Squid Game, Dark, ou encore, roulement de tambour, L'inspecteur d'Eric. C'est parti avec Sylvain. On va parler des séries de ton enfance, des séries qui ont pu te marquer, alors qui peuvent être des séries cultes ou non, parce que la deuxième question sera justement les séries cultes. Ouais. Okay. Alors tout d'abord, voilà, est-ce qu'il y a des séries dans ton enfance qui t'ont vraiment marqué ? Ouais, grave. Il y a V. Ouais. Clairement, le côté je me transforme, je suis un lézard, je bouffe des souris. Quand t'as 5 ans, tu fais waouh, c'est à la fois cool et tu flippes, tu vois. Il y a, qu'est-ce qu'il y a ? L'enfer du devoir. C'était vraiment, tu sais, sur la 5 à l'époque, c'était vraiment le côté Vietnam, tu vois, mais ça m'a plus marqué que des films comme Apocalypse Now ou Full Metal Jacket. Les séries, déjà, je suis plus sur format série. Et puis ouais, il y a une tonne de trucs, des trucs très cons, genre Code Quantum, qui est quand même classique, culte, et qui était une série à l'époque qui était la plus chère. À l'époque, c'était la série qui coûtait le plus cher à produire. Bon, c'est des séries cultes qui parlent, tu sais, qui abordent des sujets tout en étant un peu drôle. Ouais, ça c'est. Mais V reste la plus marquante. Pour toi, c'est la plus marquante. Ouais, clairement. C'était monstrueux, quoi. C'était vraiment monstrueux. Un peu traumatisant, c'est vrai que quand il s'enlève le visage, d'ailleurs, le il fait remake, des cochons d'Inde ou je sais pas quoi. Ouais, les rats, tout ce qui est. Ouais, comme des lézards, quoi. Ouais. Et j'ai pas aimé le remake. Tu vois, j'ai trouvé que c'était un viol, quoi. C'était dommage, il y avait tout à refaire, quoi. Après, ouais, qu'est-ce que t'as en vieille série qui marque ? Putain, je suis sûr que j'aurais cogité à la réponse, ça aurait été plus spontané. Non, après, c'est des trucs bateaux, hein, des trucs genre des trucs de quand t'es gamin, K2000, Magnum, des trucs, tu sais, Supercopter, les trucs de, tu vois, je vais avoir 40 ans, c'est mon époque. On a à peu près le même âge, voilà. Donc. Et ouais, après, bon, les séries ont évolué quand même, heureusement, parce que quand même, c'était dur quand même à l'époque, quoi. C'est des bons souvenirs quand même tout ça, mais... C'est des super souvenirs, mais faut que tu les gardes en tant que souvenir. Alors, tu vois, par exemple, Code Quantum, j'avais un souvenir que c'était monstrueux, que c'était hyper bien produit. C'était quand même la série la plus chère de l'époque. Putain, c'est fait avec le cul, quoi. Quand tu y penses, il y a vraiment plein de trucs. Après, moi, je suis fan de trucs un peu mal faits, mais qui sont cool. Tu vois, la Carpenter. D'accord. Tu vois, moi, tout ce qui, tu vois, tout ce qu'a fait John Carpenter, j'adhère à peu près tout. Il aurait dû faire. Il a pas fait de série d'ailleurs. Je crois pas, ou alors peut-être en guest en tant que réal d'un épisode, tu vois, mais je pense pas qu'il ait fait de série. Une série à la The Think ou il y avait une série The Think, non c'est peut-être des téléfilms, je sais plus. Mais ouais, voilà. Okay. En série d'enfance, c'était plutôt ça, quoi. Okay. Ouais, tu vois, tu parlais de vieilles séries, moi je pense à Manimal par exemple. Ah, mais Manimal, c'était monstrueux. C'était monstrueux, mais est-ce que tu l'as revu avec tes yeux de 30 ou 40 ans ? Non, j'ai refusé, parce que j'ai un souvenir de quand il se transforme avec les pattes et tout ça, que c'était super bien fait, et que je ne veux absolument pas revoir ça. Je te confirme, ne le fais pas, je l'ai fait, et et du coup ça a gâché ce que j'avais comme souvenir. Ouais, Manimal c'était exceptionnel, hein. C'était magnifique et tout ça, mais en fait je pense que c'est trop cheap. Ouais, mais c'était le début du morphing, hein. Ouais. Il faisait ça avec des photos, quoi. Mais bon, c'est chouette, quoi. C'était quand même une belle époque, une belle approche, quoi. Okay. Ils n'avaient pas les budgets de films, donc bon, ils faisaient comme ils pouvaient, quoi. C'est clair, ok. Du coup, on va parler de séries cultes. Alors, du coup, il y a des séries beaucoup plus récentes, ou moins, mais voilà. Est-ce que pour toi, il y a vraiment des séries cultes qui sont des incontournables ? Complètement, Battlestar Galactica. Ah, yes. C'est pour moi le plus... Saison 3, dernier épisode, c'est le plus gros cliffhanger qui ait jamais été réalisé dans une série. Tu te le prends la gueule, Game of Thrones, c'est ultra attendu à côté, j'adore, hein. Mais c'est pas la puissance de Battlestar. La fin de la série m'a un peu plus laissé sur ma fin, justement.
Mais série overculte, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Alors il y a une vieille série, j'ai pas parlé tout à l'heure, mais je pense qu'elle est quasi inconnue, c'est L'Homme de nulle part. Oui. Ça c'est en vieille série qui m'ont marqué, c'était génial. C'est avec Bruce Greenwood, je crois. C'est ça. Ouais. En mode complot, tu sais, c'était un peu la période X-Files et tout ça. X-Files aussi, série culte. Tu vois, en vieille série, c'était cool et ça a très bien vieilli. Okay. Si tu peux les revoir, fais-le. Après, en série culte actuelle, Westworld, pour la narration, je trouve que c'est au-dessus du lot. Avec un casting ultra efficace. C'est très bon. J'aime beaucoup des séries un peu plus punchy, genre Banshee. Ouais. Tu vois, en mode action, je tabasse. Ouais, point A, point B. Tu sais, t'as pas le temps. Après, pour moi, la série la mieux réalisée, la plus brillante du moment, c'est Les Mandaloriens. Dans le sens que, tu vois, ils ont réussi là où tous les films Star Wars ont échoué lamentablement avec leur fond vert. Eux, ils ont mis des écrans à LED géants et fait des décors qui trompent l'œil vraiment. Et c'est bluffant. C'est vraiment. Puis série format 20-25 minutes, un peu comme les mangas. Je trouve que c'est hyper bien parce que t'as pas le temps de faire c'est un peu chiant. Tu t'en prends plein la gueule, tu fais waouh, t'as pas le temps de prendre le popcorn que t'avais commandé quoi. Et ça c'est génial. Ok, bon, très bien. A contrario, est-ce que pour toi il y a des séries de merde, des séries vraiment que tu détestes? Il y en a une tonne, mais vraiment je suis un gros haters des séries. Je suis à peu près abonné à tous les services. J'ai tout, hein. OCS, j'ai pour les séries HBO, j'ai les Netflix, les machins que ça. Et il y a beaucoup de séries qui sont des scandales vivants. Je vais faire l'honneur de ne pas parler de La Casa del Papel, qui est, je pense, vraiment la plus grosse escroquerie au monde. Squid Game est pas loin derrière parce qu'il y a eu un but pas mal mais complètement échoué. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il y a des séries, je sais pas comment ça marche, mais ça marche. Ouais. Et là tu te poses des questions. C'est peut-être que j'ai pas de goût, hein, mais concrètement il y a des trucs que je comprends pas. Ouais, ça fait partie des séries que je déteste. D'accord. En série culte aussi, on n'avait pas parlé de The Shield. Et yes, très bien. Ça c'est bien réussi quoi. Mad Men, The Shield, voilà, genre de trucs. Après, dans les trucs actuels, il y a tellement de demandes qu'il y a pas mal de mecs qui bâclent leur série The Witcher. Ça a été un scandale la deuxième saison alors qu'une première saison très cool. C'est plutôt ça. Moi j'ai très peur du Seigneur des Anneaux là. Par exemple, tu vois, j'adore Tolkien et j'espère qu'il va pas pleurer quoi. En série que je déteste, il y a beaucoup tous les trucs vraiment très actuels. Alors pareil, tous les trucs un peu trop, soit complotistes, ou soit trop ragot à la élite, genre c'est le lycée. Par contre, je les comprends. Elles ont une utilité. C'est pour genre les gamins, les gamines, machin. Elles sont. J'aime pas, mais je leur cracherai pas dessus. Ça a une utilité. Squid Game, non. Et La Casa del Papel, non. Clairement, d'un point de vue narration, c'est le tiers-monde. C'est dommage quoi. Je comprends plus Gossip Girl que La Casa del Papel, tu vois. Il y a de trop grosses ficelles dans La Casa del Papel. Mais c'est incohérent de A à Z quoi. C'est pas possible. Ça fait une mauvaise partie de jeu de rôle où le maître de jeu veut tout contrôler, tu vois. Et à côté de ça, tu vois, t'as des séries qui font ça, genre Stranger Things pour moi, et l'exemple même de la série qui fait les montagnes russes, qui est on n'avait pas prévu la hype, faut vite faire une autre saison, elle est bâclée, merde, bon on se remet en question, on fait un truc bien. C'est bien. La dernière est quand même mieux, ouais. La dernière saison, c'est bien, ouais. Celle d'avant, elle fait souffrir, quoi. Ouais, c'est clair. C'est long, t'es là, c'est compliqué, quoi. Mais ouais. Mais malheureusement, c'est toujours l'appât du gain, quoi. Ils voient que ça marche, de suite ils disent, allez hop, on avait prévu qu'une saison, on va en faire 2, 3, et puis... Est-ce qu'on ferait pas pareil, si on était à leur place? Sûrement que si, oui. Mais ouais. Mais après, voilà, moi je pense que, tu vois, ils ont quand même réussi à avoir du recul. Tout en gardant ce côté un peu, justement, années 80, sans tomber trop dans le cliché, quoi. Ils sont pas mal. Et Dark, pour moi, est encore mieux réussi. Parce que Dark, il n'y a pas de filtre. Ils savaient où il allait en plus. Ils savaient qu'il voulait faire 3 saisons, point barre. Moi, j'adore ça. J'adore quand il y a une série où le mec a dit, voilà, j'ai un plan. Et c'est cohérent. Tu vois, à contrario, des séries comme Lost, où le mec tire au sort un peu qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est le meilleur exemple d'une série qui aurait pu être vraiment du génie à l'état pur et qui s'est mis dans le mur toute seule. Mais quel dommage quoi. Et c'est souvent des séries qui commencent avec des concepts en fait, des concepts qui peuvent être intéressants comme Lost, même La Casa des Papel finalement. Le concept de départ est pas bête. Et même très bon. Mais il faut s'arrêter à une saison quoi, et puis pas continuer, c'est ça le problème.
Alors Et moi, Flash Forward est un bon exemple aussi. Ouais. je t'avoue que j'ai fait genre 2 ou 3 saisons de Casa del Papel. Il y a des séries, je les ai regardées pour vraiment comprendre. Parce que tu vois, genre, il y a un engouement, t'en parles, il y a des gens qui font non mais c'est vraiment bien. Tu veux comprendre, tu regardes et tu fais non, j'y arrive pas. Et, tu vois, il y a une série qui a une hype géniale. J'en parle avec des potes qui ont du goût et tout. Je sais pas, j'accroche pas, c'est Handmaid's Tale. Housemates, oui, d'accord. La Servante écarlate. Ouais. Je comprends le concept, je trouve que c'est hyper bien réalisé, mais j'adhère pas. C'est dommage. Et tu vois, mon ami a regardé Westworld, moi je suis un méga fan, elle accroche pas. Trop lent. Ouais. Tu vois, trop de temps à se mettre en place. Bon, c'est compliqué quoi. C'est intéressant parce que tu vois, c'est là que tu vois, c'est comme en musique. S'il y a des trucs qui prennent, tu vois, j'ai le meilleur exemple, ma zik, le truc qui va me toucher le plus, je sais que là, dans le fest, il y a 90% qui ne vont pas la comprendre, qui ne vont pas adhérer, parce qu'ils vont pas. C'est trop rapide, trop violent, bon bah. Ça fait pas d'eux des gens qui ont du mauvais goût, ou contrairement du très bon goût. C'est juste que c'est des saveurs quoi. Et en télé, surtout en série, c'est ce qui fait qu'on a un panel de trucs super intéressants maintenant. Des trucs, voilà. Après, il y a d'autres formats qui commencent à exploser, l'espèce de semi-documentaire télé-réalité, que les gens commencent à adhérer. C'est arrivé avec les trucs de tatou au début, machin. Bon maintenant t'en as un pour tout. T'en as un pour les forgerons, pour les trucs, les méthodes. C'est un autre, tu vois, une autre façon de voir ce divertissement du j'ai 30 minutes à crever, qu'est-ce que je peux faire quoi. Ouais, ok. On va parler un peu musique du coup maintenant, musique dans les séries toujours. Est-ce qu'il y a des musiques, des PO, des génériques qui t'ont vraiment marqué? Ouais, grave. Rawin Djawadi qui a fait Westworld, qui a fait Game of Thrones. C'est un pur génie. C'est vraiment c'est un pur génie. Il y a plein de musiques. Alors, l'utilisation de la musique la plus intelligente, je reviens sur Battlestar Galactica, sans spoiler. Il y a un plot du scénario qui se joue grâce à des notes. Et en fait, c'est des notes, c'est dans le scénario. Et c'est la reprise d'un morceau de Jimi Hendrix, Along the Watchtower. Et en fait, pendant toute une saison, tu as des indices sonores. Et quand ça se met en place, le gros cliffhanger, tu as Along the Watchtower qui démarre. Et tu fais putain, ok les mecs, ils ont été jusque là. J'aime bien aussi les séries comme Game of Thrones qui vont avoir des thèmes avec des personnages. Tel personnage, ça va être l'utilisation du violoncelle. Telle famille, ça va être plutôt les bois. C'est hyper intelligent. Parce que sans même le savoir, tu sais que c'est telle personne. Ou tu es à tel endroit géographique. Tu vois, tu as ça dans Le Seigneur des Anneaux. Je sais pas ce que va donner la série. Mais dans la série de films, tu sais, ça c'est le thème du Gondor, ça c'est le thème du Rohan, machin. Ça, quand ils font ça dans les séries, c'est génial. Et t'as après des séries qui sont assez fortes pour remettre au goût du jour des trucs. American Horror Story, le spécial 84 là, putain, il a dû ramener des sous à Billy Idol parce que t'as l'espèce d'adorateur de Satan qui est fan de Billy Idol. Et du coup, il te le place. T'as plein de trucs qui ont été un peu mis de côté, tu vas les regarder dans les top Spotify grâce aux séries. Et ça, c'est cool. Ouais. Culturellement, c'est le cas pour Stranger Things avec la saison 4 là. Ah oui, Kate Bush. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Elle est contente, ouais. Vraiment, elle est remontée dans les charts. Elle a fait genre x 400% de vues. C'est bien et c'est mérité parce que c'est un artiste de ouf. Donc, et c'est cool quand tu arrives à mêler la réalisation audiovisuelle à la musique. C'est un tout quoi. Est-ce que, par rapport à la musique que tu fais, est-ce que tu penses qu'une musique comme Exocrine pourrait se retrouver dans une série, dans un épisode à un moment donné, sans que ce soit forcément le cliché, voilà, ils vont dans un bar et puis il y a un groupe de métal qui passe Je pense que s'ils vont dans un bar, il y a un groupe de tech desk qui joue à 350 BPM, ça choquera plus que l'utiliser vraiment en design sonore, parce qu'on a justement une musique très spécifique. Et je pense qu'elle est très très cinématographique. Parce que tu vas avoir des arrêts, des violons, des machins, ça. Je pense que les mecs qui peuvent faire du jeu vidéo ou de l'audiovisuel peuvent utiliser du exo sans problème. C'est un truc, tu vois, tu mets une grosse scène de guerre avec des mecs à armure, des machins, ce sera pas déconnant d'avoir un truc très mécanique qui fonce quoi. Et toi, ça te plairait de composer pour le cinéma ou les séries? J'ai fait des études là-dedans, moi. Ouais. J'ai fait BTS audiovisuel, son à l'image. Et alors des trucs moins glorieux, de la pub, genre de trucs.
Et moi, c'est un truc j'écoute plus de BO de films que de groupe. Moi, c'est un truc, j'écoute, c'est ce que j'écoute le plus. Je vais partir en bagnole, je vais mettre du Graham Revel, du Howard Shore, des compositeurs de soundtrack, quoi. Ou même vraiment tout ce qui est lié au cinéma japonais. Tu vois, toute la BO de Miyazaki, Ghost in the Shell, le mec qui avait fait Avalan. Tu sais, c'est exceptionnel. Hein. C'est Kenji Kawai qui fait ça, qui travaille les percussions et les voix. Et tu le retrouves dans des films, des animés comme Ghost in the Shell et tout ça. Ça me plaît plus que écouter le dernier Sepultura, toi. Ok. Dernière question. Comment tu vois la place du métalleux et de la musique métal en fait dans les fictions? Est-ce que pour toi c'est un peu cliché encore? Complètement. Ouais. C'est la grosse loose. Alors, ou soit on l'utilise le cliché de façon cool, comme dans Dark ou Stranger Things, parce que effectivement, les années 80, alors moi j'étais trop petit dans les années 80, mais oui, je voyais les potes de mes grandes sœurs, c'était les Reebok Pump, les vestes à patch, et les mecs qui parlaient fort, c'était un peu, tu vois, les caïds de l'époque, tu vois. Donc oui, dans ces séries-là, c'est bien utilisé. Après, la plupart du temps, c'est le tiers-monde, c'est genre... Il y avait du Judas Priest dans Derrick à chaque fois qu'il y avait un drogué. C'est quand même génial, tu te rends compte, il y avait Painkiller à chaque fois qu'il y avait un drogué. Et là tu fais putain, c'est trop cliché. Donc je trouve qu'on arrive un petit peu mieux à sauver l'image des rappeurs qui sont un peu moins des mecs qui ont des foulards sur la tête et qui disent yo, tu vois. Ils sont un petit peu mieux utilisés dans l'audiovisuel. Les métalleux, c'est un scandale. C'est à chaque fois soit des mecs perdus, ou soit des mecs ultra violents, alors que tu passes 3 jours ici, tu vois que c'est le royaume des bisounours. Ouais. Là, tu fais du reggae Sanska au Garo Rock, c'est pas la même, quoi. Mais ouais, l'image du métal, elle est pas bien utilisée. Et même dans les médias, hein. C'est scandaleux qu'on ait peut-être le plus gros festival de métal au monde à Clisson, que ça en parle peu et que... Quand tout ça en parle, c'est pour dire que les métalleux montent leur cul. Voilà, c'est un peu dommage. C'est limité, bon, ce qui est le cas, il y en a qui le montrent, mais bon. Ouais, parce que tu auras toujours le cliché un peu beauf, oui. Ça fait partie du truc. Tu préfères ça à des mecs qui se foutent sur la gueule parce que, tu vois, tu l'as mal regardé, quoi. Carrément. Mais ouais, mal utilisé, il faut que ça change. Aux États-Unis ou au Japon, on a tourné au Japon, c'était pas du tout pareil. Le métal a une place. C'est marrant, c'est pas un truc qui est forcément ultra utilisé, mais c'est assez élitiste. C'est quelque chose qui est vu comme c'est des mecs qui passent du temps sur leur instru. Et c'est pas du tout le cas ici. Le cas, c'est du bruit. Ouais. Concrètement, les métalleux, c'est du bruit. Donc ouais, faut que ça change. Pour conclure, je renouvelle mes remerciements à Point Mort, The Gretel Ones, Laura Cox, Abrama, Cess et Exocrine. Sans eux, cette virée au Hellfest n'aurait pas été la même. Va écouter leur zik, ça vaut vraiment le détour. Et encore mieux, va les découvrir en live. Ils font partie de mes coups de cœur du fest, et j'espère les revoir sur scène prochainement. En parlant de coups de cœur, voici d'autres groupes qui m'ont fait vibrer cette année au Hellfest. Je pense notamment à Twin Temple, Deliverance, Primordial, Opeth, Down, Perturbator, Pélican, Envy, Mesa, Pénitence Onirique ou encore Dying Fetus. Je t'invite à checker tous ces groupes, les styles sont assez variés, mais il y a de quoi se mettre sous la dent. Ce second volet spécial Hellfest, métal et série s'achève ici. Il s'agissait pour moi d'une première. J'espère que ça t'a plu et que tu as pu découvrir à travers cet épisode et ces témoignages des groupes, des individualités, des genres de musique, le Hellfest et bien entendu des séries. Le tout est très certainement perfectible et dans l'éventualité d'une reconduite de ce format, il y a déjà des pistes d'amélioration que j'ai identifiées. N'hésite pas à me partager tes impressions et tes critiques, qu'elles soient positives ou négatives. Enfin, qu'elles soient surtout constructives. Je te donne rendez-vous prochainement pour un épisode plus classique. D'ici là, mate des séries, écoute du fucking métal, profite de la vie et bisous.